L'atelier de la Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui les petits travaux d'hiver. Voilà, c'est parti, c'est tout chaud et c'est Radio Gréno. Alors, on avait parlé récemment de la taille des rosiers et on va s'attaquer aujourd'hui à l'entretien des arbustes, en particulier des arbustes à fleurs. Alors, j'ai un plaidoyer à faire dans ce sens. Par pitié, arrêtez de tailler les arbres à contre-saison parce que vous sacrifiez beaucoup de floraison et c'est fort dommage. Je pleure chaque année sur des forsythias taillés en cube au ras du sol et qui offrent 3 petites fleurs misérables alors qu'ils pourraient ressembler à des gerbes flamboyantes. Donc je vais tout vous expliquer. Alors pour tailler les arbustes à fleurs, en fait, il faut commencer par réfléchir à la période de leur floraison. Vous avez des floraisons de printemps et des floraisons d'été. Alors il est encore temps de tailler les arbustes d'été, par exemple les althéas. Ils ne vous en voudront pas trop et ils auront tout le printemps pour refaire une structure. Par contre, épargnez par pitié les arbustes à fleurs printanières parce que si vous les taillez maintenant, au printemps, vous n'aurez malheureusement rien ou pas grand-chose. Alors, un des grands principes, et c'est toujours le même que je vous ai exposé la dernière fois, c'est d'amener au centre des buissons de l'air et de la lumière. C'est indispensable pour empêcher les petites branches et les feuilles de péricliter. Et c'est aussi indispensable pour qu'après les pluies, le séchage de l'arbre se fasse dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas trop de maladies qui s'installent. Alors, de la même façon que dans les rosiers, vous allez aussi, pour rajeunir vos arbustes et pour éviter qu'ils ne ressemblent à des espèces de paillassons en relief, couper les branches les plus vieilles. Ça vous permet de garder les arbustes en bonne santé. Donc il va falloir faire un peu d'observation. Déjà vous éliminez tout ce qui est un peu grêle et un peu biscornu, c'est toujours la même règle. Et vous allez regarder sur les branches celles qui vous semblent les plus âgées. Alors ça se reconnaît souvent à la qualité de l'écorce. Sur l'écorce, sur les branches les plus jeunes, l'écorce est souvent luisante et de bonne aloi. Donc vous taillez ces branches soit au ras du sol, soit vous les taillez au-dessus d'un départ d'une branche plus jeune qui prendra le relais et qui vous offrira à son tour moult fleurs. Donc voilà, donc pensez-y, c'est vraiment important. Et puis en plus quand vous taillez, alors c'est quelque chose qu'on copie souvent sur les espaces verts, mais c'est des pratiques qui ont pris naissance dans les années 60. On a souvent tendance à donner à des arbustes des formes géométriques, alors qu'on se prive quelquefois de spectacles magnifiques. Alors moi je pense en particulier à un arbuste qui s'appelle l'aspiré. Alors il y en a plusieurs et des branches très très fines, très gracieuses avec des petites feuilles étroites. Et surtout au printemps des floraisons, alors qui peuvent être soit blanches soit roses. Les blanches ayant vraiment étant splendides, moi j'en veux pour exemple l'aspirée arguta qui ressemble vraiment à un jet d'eau de fleurs blanches, c'est vraiment une merveille. Et en plus sur l'aspirée arguta vous avez les fleurs qui font tout le tour de la branche. Malheureusement, ce sont des arbustes qu'on trouve souvent taillés de façon maladroite et on se prive vraiment de quelque chose de gracieux et de spectaculaire. Alors même chose pour les forsythias les forsythias ils ont peut-être pas pour vocation d'être transformés en cubes.
Alors le souci de ce genre de taille en plus, c'est que elle compacte encore plus la forme, c'est-à-dire que vous allez tailler les branches à mi-hauteur dans le meilleur des cas, et des petites branchettes secondaires vont se former et ça va donner une forme encore plus compacte. Alors ce que je vous ai dit pour les arbustes à fleurs, fleurs d'été ou fleurs de printemps, est aussi valable pour les groseilliers et les cassissiers que vous avez dans les jardins. Le rajeunissement va s'opérer de la même façon, c'est-à-dire en supprimant les branches les plus vieilles. L'intérêt aussi de ne pas couper les branches de groseillier et de cassissier à mi-hauteur, c'est d'éviter que la moelle soit exposée et que vienne y pondre un petit insecte qui s'appelle la cécidomie du groseillier, qui va creuser des canaux à l'intérieur des branches et qui à terme va les faire mourir. Alors de cette façon aussi, en éliminant les vieilles branches, vous allez amener de la lumière et de l'air à l'intérieur des touffes de cassissier et de groseillier, et donc vous éviterez la formation de mousse et de lichen qu'on y trouve quelquefois. Dans les arbustes, vous avez également des arbustes à feuillage persistant, c'est le cas des buis qui malheureusement ont été fort attaqués par la pyrale. Et vous avez aussi d'autres arbustes, dont un que j'aime particulièrement, qui est le laurier-thym, qui s'appelle Viburnum tinus, et qui propose à ce moment de l'année à la fois des fleurs, et des fleurs et des fruits, des tout petits fruits bleus légèrement plombés, luisants, et qui est un bon refuge pour les oiseaux et qui proposera aussi au cœur de l'hiver des fleurs pour les quelques insectes qui seraient pas endormis et des fruits pour les oiseaux que ça intéresse. Alors la règle pour les arbres à feuillage persistant, c'est un peu comme les huîtres, enfin, un peu. C'est-à-dire qu'il faut penser au mois en A. Alors, les mois les plus favorables pour cette taille sont le mois d'avril et le mois d'août. En avril, vous allez tailler et réguler la forme et éventuellement enlever des branches qui sont trop vieilles. Et l'arbre va se développer donc fin de printemps et début d'été, les branches vont devenir touffues et au mois d'août, vous allez donner une forme plus régulière à l'arbuste qui aura poussé et à partir de septembre, la pousse étant ralentie, vous garderez une forme propre quasiment toute l'année. Alors si vous avez un petit jardin, pensez aussi à favoriser plutôt des variétés qui auront des feuilles de petite taille parce qu'en fait ça va vous donner l'impression d'un espace plus grand. La règle étant la suivante, ce qui est placé au premier plan, vous choisissez les feuilles les plus grosses et au fond les feuilles les plus petites, ça augmentera l'idée de profondeur. Ne négligez pas non plus les arbres à feuillage panaché, ça peut être une bonne occasion d'amener de la lumière dans certains endroits. Alors ne mélangez pas bien sûr panaché jaune et panaché blanc, parce qu'on va très vite se retrouver vers quelque chose d'un peu bariolé. Alors comment sont apparus les feuillages panachés? Alors ça c'est une histoire que j'aime bien. En fait, quelquefois sur un arbre tout à fait ordinaire apparaît une branche qui est une mutation, une branche aux caractéristiques différentes. Alors les feuilles par exemple vont avoir une découpe différente, où il va y avoir une bordure dorée ou blanche. Et cette branche donc qui est souvent remarquée par nos confrères d'Angleterre sont prélevées et multipliées par bouturage. Et c'est ainsi qu'apparaissent de nouvelles variétés. Alors des nouvelles variétés qui ne peuvent se reproduire à leur tour que par bouturage, parce que les fruits ou les fleurs qui seront portés par l'arbuste ne reproduiront pas forcément les mêmes caractéristiques. Cela explique aussi que quelquefois sur un arbuste panaché, vous avez tout à coup une plante, une branche verte qui apparaît. Curieusement, c'est ce qu'on appelle un retour au type. Voilà, donc il faut bien enlever cette branche verte. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les variétés qui sont panachées, qui ont des parties dépourvues de chlorophylle, en fait ont une croissance ralentie. Quand vous achetez un sujet
qui est panaché, et vous allez à la taille finale avoir quelque chose de beaucoup plus petit qu'un sujet dit normal. Et donc si vous laissez cette branche verte pousser, elle va vite, par sa vigueur, prendre le pas sur le reste et empêcher votre sujet d'être équilibré. Alors autre chose aussi à proposer en cette saison, qui est assez amusant, dont on a un peu perdu l'usage, c'est le semis de noyaux. Alors les noyaux, quelquefois les gens rapportent de vacances. C'était quelque chose qui était rapporté aussi par les soldats, c'est quelque chose qui est peu connu. Et au retour des campagnes militaires, ils semaient des fruits qu'ils avaient rencontrés lors de leur marche. Alors la façon la plus courante d'opérer, c'est ce qu'on appelle la vernalisation. Alors la vernalisation, c'est un peu ce qu'on utilise aussi pour les bulbes de jacinthe, ce qu'on appelle aussi le forçage. On fait croire à la plante en fait que l'hiver est passé. Alors il y a plusieurs formules pour ça, soit on l'expose effectivement à l'hiver, soit on accélère le processus en la mettant dans des frigos ou en l'exposant au froid. Les noyaux exposés de cette façon auront au début du printemps perdu une partie de leur dureté et seront prêts à être semés. Alors comment on procède? En général, pour les retrouver facilement et pour les protéger des rongeurs, on les dispose dans des pots en terre par couche, donc une couche de sable ou une couche de vermiculite et une couche de noyaux. On remplit le pot comme ça. Si on pense qu'il peut y avoir des rongeurs, on place un petit grillage à la surface. Et ensuite, il y a plusieurs formules. Soit on enterre le pot au pied d'un mur au nord, en se débrouillant quand même pour qu'il ne soit pas sous un rebord de toit et qu'il reçoive de l'eau. Et on a la possibilité aussi de le mettre dans un local froid, une cave ou une dépendance, mais on se débrouillera toujours pour qu'il y ait un petit peu d'arrosage et pour que les noyaux soient maintenus à l'humidité. Vous pourrez ensuite les semer au jardin au printemps, en mettant bien sûr une étiquette pour vous rappeler de l'endroit où ils se trouvent. Et c'est ainsi que procédaient il y a longtemps les jardiniers, qui souvent étaient des jardiniers de châteaux qui disposaient de grands espaces et qui pouvaient mettre à l'essai des arbres de façon à procéder à de nouvelles sélections et à découvrir de nouveaux sujets. Alors il y a quand même quelques arbres qui sont fidèles de semis, c'est le cas pour quelques variétés d'amandiers, abricotiers et également pour les pêches de vigne qui sont quasiment identiques quand on les reproduit de cette façon-là. Pour finir, même si vous avez envie de grand nettoyage, pensez quand même aux petites bêtes qui vont venir squatter votre jardin. Et si vous voulez des hérissons, il faudra peut-être garder un tas de bois ou de broussailles dans un endroit pour qu'ils y trouvent refuge. De la même façon, quand on nettoie trop bien les plates-bandes, on enlève des sources de graines et de cachettes. C'est le cas par exemple des cosmos qui, une fois défleuris, vont pouvoir servir de réservoir de graines. Les oiseaux les adorent. Et les têtes d'artichaut aussi, si vous en avez oublié un et qu'il a fleuri. Il y a d'ailleurs à ce propos une floraison d'un bleu céleste absolument splendide. Une fois votre artichaut fané, laissez-le en place. Les oiseaux se régaleront de ces graines. Un hôte de marque à inviter également, c'est le papillon macaon qui est en voie de disparition, un grand papillon jaune pâle rayé de noir qui a une chenille absolument sensationnelle, qui est très très belle. Cherchez-la sur les sites qui s'occupent de nature, vous verrez, c'est une merveille. Alors cette chenille-là, si vous voulez la voir au jardin, c'est pas compliqué. Il va falloir laisser des tiges de carottes, parce que ça aime toutes les plantes de cette famille-là, et la famille des ombellifères qui ont des fleurs regroupées dans ce qu'on pourrait appeler une ombelle, une ombrelle, un petit parapluie de fleurs. Une autre plante favorable à ce magnifique papillon qui va pouvoir abriter les chrysalides en hiver, c'est le fenouil vivace. Alors si vous ne connaissez pas le fenouil vivace, il n'est pas difficile à inviter au jardin. Vous pouvez en avoir au potager, mais également le mélanger à des fleurs
Moi, j'aime particulièrement la variété qui est pourpre et qui apporte une couleur de feuillage différente dans les plates-bandes. Et surtout, c'est un feuillage extrêmement plumeux, ce qui fait que le matin, quand la rosée n'est pas encore évaporée, vous allez avoir des plumées remplis de milliards de gouttelettes qui prendront le soleil. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors ce fenouil, certes, ne forme pas le bulbe que l'on connaît, celui que l'on connaît dans le fenouil de Florence, mais par contre, vous pourrez vous servir des tiges basses qui sont assez charnues en cuisine. Moi, je les accommode avec des pommes de terre en ragoût, c'est plutôt délicieux. Et puis, en cette période de fête, bien sûr, le fenouil pourpre avec une assiette de saumon, c'est que du bonheur. Le contraste est magnifique. Bon, j'espère que vous aurez le temps, malgré cette période de fête, de trouver un petit moment pour aller faire un tour dehors, dans le jardin, sur le balcon ou même dans la nature. C'était Radio Gréno, Annick Valérie, et je vous souhaite de passer de merveilleux moments en compagnie des gens que vous aimez. À bientôt.